je pense qu'il y a pas 2 France, mais 1000 France, ça c'est sûr. Mais s'il fallait n'en voir que 2, je pense qu'elle passe un peu par l'argent, mais pas seulement par l'argent. Elle passe par le moral. Et vous avez une France qui y croit et une France qui n'y croit pas. Bonsoir à tous, je suis ravi d'être avec vous pour 1 heure. 1 heure, ça va être un peu juste. J'ai prévu 248 questions, je ne sais pas si je pourrais toutes les passer. Mais on va faire de notre mieux. Bonjour Florence. Bonjour, et bonjour à tout le monde. Alors, Florence, on a dit, Florence Aubenas, grand reporter, effectivement, au Monde aujourd'hui, donc dans le même groupe que Télérama, avant Nouvel Observateur, avant à Libé, puis tout au début, mais là vous n'étiez pas encore grand reporter, au Nouvel Économiste. Voilà. On va peut-être commencer par l'actualité parce qu'on a beaucoup de choses à balayer. Alors j'ai rapporté la plupart des livres, mais on ne va pas parler que des livres. L'actualité, c'est l'adaptation en fait du quai de Ouistreham. Alors vous vous souvenez sans doute, vous l'avez pour une bonne part de cette salle lu à l'Olivier quand vous vous étiez en fait passer pour une personne qui cherchait du travail, qui avait juste un bac, qui avait aucune autre expérience parce qu'elle avait été pendant longtemps la femme d'eux, elle était quittée, etc. Et donc c'était dans la région de Caen, vous cherchiez du travail et vous avez raconté cette expérience-là auprès des boîtes d'intérim, auprès de Pôle emploi, etc. Et alors il se trouve que d'abord il y a eu, si je ne m'abuse, j'avoue de ne pas l'avoir vu, mais j'ai découvert ça, une adaptation au théâtre du quai de Ouistreham en mai 2018 par Louise Vigneault à Lyon. Oui, alors il y en a eu beaucoup. Ah, parce qu'en fait, ça, c'est la dernière. les gens m'ont demandé est-ce qu'on peut l'adapter, et moi j'avais envie évidemment de raconter la précarité. Donc toutes les personnes, au début je me suis dit je vais faire, qui veut l'adapter l'adapte, servez-vous, c'est open bar, etc. Et en fait beaucoup de gens l'ont fait et je me suis retrouvée un peu débordée. Mais bon. Oui, tant mieux. Bon, tant mieux. Tant mieux. Et puis alors là, il y a une adaptation qui se prépare au cinéma par Emmanuel Carrère, alors que tout le monde connaît, qui lui-même avait adapté son propre roman La Moustache en 2005 au cinéma. Alors en fait, ça fait quand même presque 10 ans après la sortie du livre, donc il y a quand même, c'est relativement long. Est-ce que vous aviez eu d'autres propositions? Est-ce que vous avez hésité pour l'adaptation cinéma? Et finalement, comment s'est fait le choix d'Emmanuel Carrère? Au départ, donc quand j'ai fait ce livre, l'idée que j'allais parler de cette précarité, que j'allais parler des femmes de ménage, pour moi, j'allais dire, allait de soi. Je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Je me suis dit, voilà, ces femmes ont un métier compliqué, elles sont mal payées, elles vont être ravies que quelqu'un parle de leur situation. Et plus l'expérience se prolongeait, plus j'ai travaillé parmi elles, etc., plus je me suis rendu compte que ces raisonnements étaient courts. Et que finalement, est-ce qu'elles allaient être si contentes que ça qu'on fasse un livre sur elles? La réponse était non. Et c'est assez particulier. Et pour moi, ça a été une surprise. C'est-à-dire que je me suis dit, comment ne pas bien le prendre? Enfin, mesdames, soyez contentes, je vous défends toutes, etc. Et c'était assez présomptueux, voilà. Mais je m'en suis rendu compte au fur et à mesure. Donc, j'écrivais le livre, je me disais, bon, voilà, c'est bien, je défends ça. Et plus je racontais, plus j'écrivais, plus je me disais, mais comment elles vont le prendre? Alors ça a culminé quand j'ai été leur annoncer, donc sur le quai, que le livre était fait, qu'il allait paraître et qu'en réalité j'étais journaliste. Donc je m'attendais à des vivas. Ça n'a pas du tout été le cas. J'ai failli passer à la flotte. Donc non, c'était assez particulier. Alors donc il y en a une. Alors j'ai dit voilà, j'étais journaliste. Alors je prenais un petit sourire modeste. Alors la fille en face me dit ouais, c'est ça, moi je suis la reine d'Angleterre. Alors je dis non, mais moi je suis réellement journaliste, sourire encore plus modeste. Et elle me dit mais depuis quand, alors première claque, depuis quand les journalistes s'intéressent à nous? Bon. Et deuxième. Cela dit, elles n'ont pas tort. Elles n'ont pas tort. Elles n'ont pas tort. Et deuxième chose, c'est mais qu'est-ce que vous allez raconter de nous? Alors la fille qui me demandait ça, 20 ans. Fille sympathique, grande, comme ça, avec un petit prénom américain. Bon, alors je lui dis, ben voilà, je raconte. Alors elle dit, sur moi, par exemple, tu parles de moi. Alors je dis, oui, toi, je parle de toi. Alors qu'est-ce que tu racontes? Eh ben de toi, je raconte. Tu te souviens, il y avait eu un pot au départ d'une pour l'anniversaire d'une, et tu avais trop bu. Tu te souviens? Voilà, je le raconte. Et puis après, tu t'étais battue avec la chef. Donc tu lui avais donné une claque. Tu te souviens?
Ben, c'est ça que je raconte. Alors, la fille a marqué un coup. Et alors, moi, évidemment, je le racontais non pas pour le plaisir de raconter qu'une fille boit trop et donne une claque à sa chef, mais pour raconter justement l'absence de parole possible et de protestation. C'est-à-dire que ce n'est pas des métiers syndiqués, ce n'est pas des métiers où on va débattre en âgé de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. C'est des métiers physiques. Et quand la chef vous emmerde, eh ben, on tape. Donc l'idée était de raconter ça. Mais évidemment, c'était un peu sec. Alors elle me dit... Elle ne savait pas comment réagir. Toutes les autres me regardaient. Je me suis dit, ça y est, je vais valser à l'eau, c'est sûr et certain. Et alors, j'ai essayé de rattraper mon affaire en lui disant, écoute, alors, Ouistreham, tout petit, les filles qui travaillent là, tout le monde les connaît. Je dis, mais j'ai changé ton prénom. Alors, c'était effectivement léger aussi. Et alors, elle me dit, comment tu m'as appelée? Alors, je vous dis, elle avait un prénom américain, elle s'appelait Priscilla, pour être précis. Et donc, je me dis, tiens, alors, je l'ai appelée dans le bouquin Marilyn. Et je dis, je t'ai appelée Marilyn. Je voyais que ça s'arrangeait un peu pour moi. Et de fait, elle s'est tournée vers les autres et elle a dit, yes, Marilyn, c'est moi. Et alors, donc l'affaire, c'est bien résolu. Alors, partant de là, partant du peu d'enthousiasme, alors après, ça s'est un petit peu arrangé. Grosso modo, ce qui ne leur plaisait pas, et je peux le comprendre, et j'ai regretté après cet angle mort que j'ai eu là-dessus. Elle disait, voilà, nous, on a des métiers où on gagne peu, où on a plus de trajets que de temps de travail, où on est maltraité et on les fait. Alors on est quoi, des imbéciles? Et on n'est même pas capable d'en parler, on a besoin que quelqu'un comme vous vienne faire un numéro de claquette sur notre dos. Donc c'était compliqué, donc on a discuté, etc. Et ce qui a un peu rattrapé l'affaire, c'est vous. C'est-à-dire c'est les gens qui ont acheté le bouquin et qui ont dit mais non, mais c'est formidable, voilà, on n'est pas du tout en train de se moquer de vous, ni quoi ni qu'est-ce. Et donc ça a été une très bonne chose. Mais après, partant de cette expérience-là, de la difficulté qu'il y avait eu à en parler avec elles, de l'image qu'elles avaient, je n'ai pas commencé à me dire tiens, je vais appeler Emmanuelle Béard. Parce que je me suis dit c'est compliqué, c'était déjà dur en bouquin, qu'est-ce qu'elles vont penser d'un film? Et donc j'ai préféré laisser passer du temps aussi au début. Même au départ, je ne voulais pas en entendre parler. Je ne voulais pas entendre parler d'une adaptation. Je me dis, franchement, j'étais déjà mal à l'aise. Je me suis dit, est-ce que je leur ai piqué leur vie? Est-ce que... Voilà, on se pose des tas de questions, même comme journaliste, hein, sur le rapport qu'on peut avoir au réel, etc. Et voilà, 10 ans plus tard, je me suis dit, c'est peut-être le moment, après tout, la précarité revient. Donc, est-ce que le moment politique aussi n'est pas un peu synchronisé? Enfin bon, je me disais, c'est pas si mal d'en remettre une couche. Et voilà. Et donc, la proposition d'Emmanuel Carrère est arrivée à ce moment-là. Moi, j'aime beaucoup ses bouquins. Donc, ça me semblait coller. Et je trouve que, alors, c'est quelqu'un qui prend les sujets et les fait siens. Hein. Donc, il prend Limonov et il fait son Limonov. Il prend la Bible, il fait sa Bible. Et donc je me suis dit, au moins ce ne sera pas une adaptation, ce sera son film. Et ça m'intéressait aussi. Ça m'intéressait davantage que d'avoir quelqu'un de très scrupuleux, finalement. Je me dis, voilà, il va se servir, et ben bienvenue, quoi. Alors ça va être Juliette Binoche qui va jouer le rôle de Florence Aubenas. C'est incroyable ça, j'entends dire, comment ça? C'est pas possible. N'empêche que c'est quand même, c'est une des grandes stars françaises. Vous pensiez mieux, quand même pas... vous disiez. Mais oui. Moi aussi, je la trouve moyenne. Hein, je suis d'accord. Et alors, j'avais cette question. C'est une question un peu personnelle, mais après il y en aura d'autres qui le seront moins. Comment vous le ressentez? Parce que c'est vrai que Binoche, c'est quand même une des grandes stars actuelles du cinéma français. Continuez. Je me souviens que... Oui, donc je pense qu'elle est vraiment à la hauteur, je pense, du personnage. Simplement, je me souviens que après votre détention, quand vous êtes revenu de Bagdad, vous aviez dit, attention, j'ai pas envie de devenir l'icône, la sainte du journalisme, vous disiez. J'ai vu ça dans plein d'interviews de l'époque en reprenant le dossier de presse. Donc là, il y a quand même quelque chose d'un peu iconique qui va se passer. Comment vous vivez ça? Alors, avec Emmanuelle, on s'est mis d'accord déjà sur une chose, c'est qu'elle ne s'appelle pas Florence. Donc, voilà. Et d'autre part, je vous le disais, j'ai pensé que c'était bien qu'Emmanuelle l'adapte pour ça, parce que je suis sûre que ce ne sera pas moi. Et déjà, c'est marrant parce qu'au départ, il pensait bien de m'associer un peu à son adaptation. Et donc, il m'a envoyé des mails sur ceci ou cela. Je lui ai dit, écoute, Emmanuel,
fais ton film. Alors, elle me dit, tu me laisses vraiment les mains libres. Je peux faire ce que je veux avec toi. Je lui dis, mais fais ce que tu veux. Et moi, je ne me verrai pas. Très, très sincèrement, hein, c'est pas du tout une pirouette ou une chose comme ça. C'est pas du tout mon truc. Je suis pas du tout quelqu'un qui fonctionne là-dedans. Et en plus, moi, personnellement, ça ne m'arrange pas parce que plus je passe facilement quand je fais mes reportages, moi, ça m'arrange, à vrai dire. Donc déjà, mon temps de reportage s'est allongé depuis Bagdad, vous le disiez. Donc c'est vrai que maintenant, la plupart des gens, je leur dis alors, voilà, je viens faire un reportage sur ceci ou cela. Je sais qu'il y a toujours un moment où on pousse la tasse à café, on dit alors, otage, c'était comment? Donc voilà, et je l'accepte et je trouve ça tout à fait normal. Mais voilà, moi, c'est sûr que ça a été un aspect qui parmi tous ceux qui ont fait qu'on ne l'a pas fait tout de suite, je préfère que ça se fasse avec le temps. C'est ça, je comprends. Alors là, on était dans l'actualité, on va revenir, on va faire un grand bond en arrière, on va revenir au début parce que en fait, bon, c'est vrai que vous avez commencé au secrétariat de rédaction, Nouvelle Économiste et tout, vous êtes rentré à l'IB. Et puis à un moment, je crois que c'était en 1994, vous vous êtes porté volontaire pour partir au Rwanda. Et à partir de là, vous avez fait de nombreux grands reportages et vous continuez à en faire. Et au Monde, vous êtes allé en Syrie, en Afghanistan, etc. Donc ma première question, c'était par rapport au métier même de journalisme. Pourquoi vous étiez attiré par le grand reportage, et là en l'occurrence le reportage de guerre? Est-ce que ça vous paraissait l'essence même du métier de journaliste? Alors c'est curieux, et alors je vous demande de me croire, hein. C'est absolument l'inverse, c'est-à-dire que moi quand j'ai commencé à être jeune journaliste, pour moi, hein, pour ma génération, le personnage grotesque était le journaliste de guerre. C'est-à-dire le gars en multipoche qui rentre dans la boue dans les films américains et qui appelle sa fiancée sous les bombes avec le téléphone satellite en disant je t'aime chérie, si je reviens, on fera un enfant, etc. Avec et pour moi, c'était vraiment l'image que je n'aimais pas du tout. Et en plus, il y avait une autre chose qui était en France, le journalisme et la guerre font très mauvais ménage. Et donc le journalisme, ce qui a d'une certaine façon handicapé très longtemps et continue le journalisme en France, c'est la guerre. C'est-à-dire qu'avant, je vous fais juste, on est à Télérama, vous êtes tous, on a tous fait des études, donc la guerre de 14, ça nous parle. Donc avant la guerre de 14, la presse française est la première du monde. Donc il y a des journaux qui tirent à plus d'1,5 million d'exemplaires, c'est la première presse mondiale. Et la guerre de 14, avec sa censure terrible, avec les journalistes français interdits d'aller au front, avec le ministère de la guerre, comme on l'appelle à l'époque, qui publie des dépêches que les journaux écrivent aussi, et d'où naît l'expression, c'est faux parce que c'est dans le journal. Donc c'est ça, la guerre de 14, c'est ça. C'est-à-dire c'est le journalisme entièrement aux ordres des ministères. Tout va bien, on a encore gagné la bataille, etc. Et c'est quand on voit rentrer les premiers poilus sans bras, sans jambes, la gueule cassée et que les télégrammes arrivent dans les familles qu'on comprend que la guerre est perdue. Mais on est déjà en 17. Et le journalisme en France s'est prêté à ça. Et après cette Première Guerre mondiale, la presse diminue de moitié. Donc les gens n'achètent plus les journaux, ils disent « qu'est-ce que c'est, ces gens nous ont menti ?» Donc il y a vraiment une très forte crise de confiance, hein, et aujourd'hui ça résonne, hein, sur à quoi sert un journaliste, il répète la même chose, de quoi on nous parle. Je vous passe la Deuxième Guerre mondiale, effrayant, les journaux virent tous les journalistes juifs, 99% des journaux ferment après la Deuxième Guerre mondiale, et la guerre d'Algérie, pendant 5 ans, pas une image. Donc chaque fois que la presse française a pris un coup sur la tête et s'est dévalorisée, c'est la guerre. Donc c'est un peu l'inverse de la presse américaine qui a d'une certaine façon fait ses armes au Vietnam et trouvé sa grandeur au Vietnam. Et donc la presse française, c'est pas ça. Et donc moi, quand j'étais jeune journaliste, je voulais être la journaliste de paix. Et ma génération était celle-là. Donc dans les années 80, là où j'ai commencé, c'était, on voyait que le mur de Berlin allait tomber, il y a Kohl et Mitterrand qui se serrent la main. On allait vers la réconciliation. On allait être les journalistes qui racontions la paix et pas la guerre. La guerre était derrière nous, c'était les vieux cons, et nous, on ferait la paix et ce serait la grandeur. Et d'une certaine façon, et moi en particulier, la guerre nous a rattrapés.
Et le Rwanda, c'était ça. C'est-à-dire que le rédacteur en chef dit, voilà, il y a une guerre en Afrique, au Rwanda, etc. Je me dis, mais c'est hallucinant. Enfin, je n'en revenais pas. Et il dit, il n'y a personne pour y aller, est-ce que tu veux y aller? Et vraiment, j'ai dit oui, parce que ça m'intéressait, et que c'est, voilà, quand on est reporter, c'est quelque chose qu'on va faire. Mais la première fois où j'y suis allée, je dirais, bah, voilà, une des dernières guerres, je vais voir ce que ça a été. Et en fait, c'était une des premières de cette vague-là, de ce type de guerre-là. Et ça, c'est un deuil terrible. C'est-à-dire que de penser qu'on allait couvrir la paix et qu'on se retrouve à la guerre, ça a été un choc. Et après, évidemment, ça a continué. Vous en avez mesuré l'importance, puisque même après les mois de détention à Bagdad, donc quand même cette expérience terrifiante, quelques années après, vous repartez. Et vous repartez en Afghanistan, et vous repartez en Syrie. Donc ça, vous continuez à penser que c'est essentiel pour le journalisme d'être là. Oui, alors c'est vrai qu'après, je vous dis, la guerre nous a rattrapés, et je pense qu'à un moment, il faut affronter et faire les sujets qui sont ceux de son époque. Donc, au début, les guerres d'ex-Yougoslavie, ensuite, voilà, tout ça s'enchaîne d'une certaine façon, et maintenant, la situation post-11 septembre, pour dire les choses schématiquement. Donc, oui, après, c'est sûr que, pour moi, comme journaliste, pour ce sujet-là comme pour d'autres, on ne peut pas dire, voilà, maintenant c'est trop dangereux, trop compliqué, trop ceci, trop cela. On va mettre une petite pancarte sur mon bureau, je reviens de suite et j'interviewerai les survivants. C'est pas possible. Donc à un moment, il faut assumer les situations qui s'offrent à nous comme journalistes et raconter ce réel-là. Et puis alors, en parallèle, en fait, parce que toute votre carrière est tissée comme ça, très, très serrée d'ailleurs, entre ce grand reportage à l'étranger, reportage de guerre, et puis du reportage près de chez nous, en fait, je dirais, en France, là où en général les journalistes vont peu. Alors, vous avez une expression qui me paraît, moi, très intéressante et qui, d'ailleurs, me touche beaucoup en tant que journaliste aussi. Vous dites, finalement, les journalistes, ils n'ont pas fait la révolution que les historiens ont fait avec l'école des annales. C'est-à-dire qu'avant l'école des annales, on ne parlait que de la vie des rois, des reines, des princes, etc. Puis on pensait que le reste n'avait pas d'intérêt et que tout était couvert. Et donc, on est allé voir, mais qu'est-ce qui se passait dans les campagnes, dans les familles, dans les foyers, etc. Et vous dites, finalement, les journalistes n'ont pas fait cette révolution. Vous l'avez beaucoup dit, d'ailleurs, au moment de la sortie du quai de Ouistreham. Donc, j'aimerais bien vous interroger là-dessus. C'est-à-dire que vous, par rapport à ça, par rapport à ce travail que vous faites aussi en France, partout, comment est-ce que vous travaillez? C'est-à-dire, comment est-ce que vous choisissez vos sujets? C'est très intéressant. Moi, j'ai été très frappé, je ne veux pas vous faire rougir, mais j'ai été très frappé par le remarquable reportage que vous avez fait pour Le Monde il y a un an, dans cette EHPAD, dans le Jura. Vous êtes allé voir la manière dont on traitait les personnes âgées dans ces EHPAD. Vous avez parlé, vous avez rendu compte du travail terrible des aides-soignants, etc. Donc, comment est-ce que là, vous travaillez? Comment vous choisissez vos sujets? Et comment est-ce qu'on vous reçoit? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les journalistes, et vous le disiez tout à l'heure en parlant de Ouistreham, ils sont plutôt mal vus, on se méfie d'eux. Ah oui, alors, donc la première des choses, c'est effectivement comment on trouve les sujets, parce que et ça, c'est une très grande difficulté, parce que les journaux sont faits pour les gros titres, la photo terrible en une, c'est affreux, terrible, la couche d'ozone, etc. Pour les tout petits sujets, un petit EHPAD à côté de Dole avec 13 femmes en grève, là on est dans du petit mais essentiel. Et donc ça c'est très compliqué, et on arrive, nous, avec nos gros sabots de journalistes. Et en général, on commence par écraser toute la porcelaine fine qui est autour. Et c'est difficile parce qu'on se retrouve dans la vie de personnes qui n'ont pas l'habitude, qui ne sont pas des professionnels de la communication, et qui ne se rendent pas compte de ce que c'est que de raconter à un journaliste sa vie, parce que c'est là qu'on est. Quand on interviewe Mélenchon ou Macron, je ne dis pas qu'ils font du spectacle, mais oui, ils savent de quoi ça parle. Là, non. Et donc, la difficulté de ces sujets, c'est de trouver le bon angle d'approche. C'est-à-dire, alors au départ, pour faire ces sujets-là, je m'étais astreint à quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a souvent, quand vous êtes journaliste, des gens vous appellent
Et alors c'est assez émouvant, je dois dire, parce que maintenant, même avec Internet, où chacun aurait accès à une diffusion de ces informations, les gens continuent à venir voir certains journalistes, enfin beaucoup de journalistes, la plupart des journalistes, comme le dernier recours. Alors moi, à chaque fois, ça me met la larme à l'œil. Alors c'est, voilà, je vous appelle parce que j'ai tout essayé et je ne vois plus que vous, pas moi spécialement, mais vous, journalistes, pour m'aider à faire ceci ou cela. Alors moi, déjà, je sanglote à mon bureau, mais oui, bien sûr, etc. Et donc, en général, je prends un petit post-it, je note le nom, le téléphone, l'histoire, etc. Mais bien souvent, vous allez avoir ce même jour une histoire terrible, une perquisition ici, une énorme affaire qui fait que votre pauvre petit post-it va être complètement écrabouillé sous l'actualité du jour. Et donc, je m'étais dit, astreint à dire, je mettrai en haut de la pile ces tout petits post-it, ces toutes petites histoires. Et plus elles sont petites, plus elles seront en haut. Et je m'étais appelé ça dans ma tête, c'était ça, c'était vraiment le dossier en dessous de la pile, vous voyez. Et donc celui-là allait justement passer au-dessus. Et donc c'est comme ça que je trouve mes sujets. C'est plus c'est petit, plus ce sera écrasé par tout le reste, plus je vais le faire. Donc ça c'est la première des choses. Alors après, la deuxième, c'est de savoir comment on le traite. Cette histoire d'EHPAD, par exemple, la grande difficulté était, voilà, les EHPAD existent, beaucoup de gens y mettent des membres de leur famille, voilà, faute d'autres solutions. Et les familles sont à la fois soulagées de savoir que les leurs vont avoir quelqu'un qui les garde, à la fois culpabilisées de ne pas pouvoir venir plus souvent, à la fois elles se disent est-ce que c'est vraiment bien là où je l'ai mis, elles voient les filles débordées, donc tout le monde se sent affreusement coupable. Et la personne qui les met, et la fille qui est sous-payée et pas assez nombreuse pour faire les choses, etc. Et vous, si vous arrivez comme journaliste là, et que vous vous rendez compte de ça, vous allez avoir tout ce milieu-là qui se ligue contre vous, qui dit mais, ah, vous êtes si maline, alors c'est pas bien les EHPAD, qu'est-ce que vous allez faire, moi ma grand-mère, moi ma mère, etc. Et ça c'est la difficulté. Et ce pourquoi j'ai sauté sur cette grève-là, c'est que pour la première fois, des gens de l'intérieur témoignaient. Et je fais une très grande différence entre moi arriver à un EHPAD en disant je vois une fille débordée qui n'arrive pas à soigner les gens. La fille, elle va dire ouais, ben, pas si facile, on n'est pas si nombreuses. À une fille qui a le courage de dire, et c'est là où le papier ne tenait pas à moi, mais tenait à elle, a le courage de dire je maltraite les gens. Et c'est là où on arrive à quelque chose. C'est-à-dire, elle disait, c'était la phrase d'ailleurs qui a été prise en titre, je ne mets pas les gens dans un lit, je les jette. Et quand on dit je, évidemment, ça a une autre tête que si... par exemple, pour vous dire très sincèrement, les EHPAD, ça faisait longtemps que je les avais dans l'œil. Et j'avais failli faire le coup de quai de Ouistreham, failli me faire embaucher dans un EHPAD pour le monde, en me disant, tiens, je vais aller voir comment ça se passe. Et je me suis dit, non, parce que autant femme de ménage, ça ne met rien en cause, mais si là, je vois réellement un mauvais traitement, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez dénoncer la fille qui le fait, qui n'a pas le temps, vous allez... vous retrouvez dans quelque chose d'un peu malsain, je trouvais. Mais là, alors, il faut trouver le sujet et trouver l'angle d'attaque qui le rend audible. Et la relation de confiance quand même avec les gens. Et la relation de confiance avec les filles, oui. Bien sûr. Alors, ça fait maintenant ça fait un moment que vous allez comme ça en France. Il y a eu aussi ce recueil de papiers que vous avez publié dans Le Monde en France, qui était paru en 2014 aussi. Puis il y a tous les papiers que vous avez publiés dans Libé, dans l'Obs, dans Le Monde. J'ai conscience que c'est une question difficile, mais je suis sûr que vous avez un regard. Comment est-ce que vous voyez la France aujourd'hui ? Je me souviens qu'en 2010, quand est sorti Ouistreham, souvent vous disiez, en fait, j'ai pris conscience que la crise était devant nous. C'est quelque chose que vous avez beaucoup dit à l'époque. Quel regard vous avez aujourd'hui ? Ça fait 25 ans en fait que vous regardez tout ça. Comment vous voyez évoluer les choses et qu'est-ce que vous pensez de ce tableau qu'on entend tellement souvent aujourd'hui, qu'il y aurait deux France en fait ? Alors, je pense qu'il y a pas deux France, mais 1000 France, ça c'est sûr. Mais s'il fallait n'en voir que deux, je pense qu'elle passe un peu par l'argent, mais pas seulement par l'argent. Elle passe par le moral. Et vous avez une France qui y croit et une France qui n'y croit pas.
Et pour moi, la ligne de partage, elle est vraiment là. C'est-à-dire qu'il y a une France qui se dit, allez, finalement, ça va s'arranger. Finalement, voilà, ça tient à pas grand-chose. Finalement, mon gosse a finalement décroché son contrat. Finalement, ça a marché. Finalement, voilà. Et donc, il y a une petite raison d'y croire, ou une grande raison, enfin, en tout cas, qui est dans cette dynamique-là. Et une France qui, au contraire, et qui est parfois très proche, hein, parfois de même niveau social, parfois de même... c'est pas, pour moi, il y a une fracture sociale, je vous dis encore une fois, mais pas seulement. Et une France qui dit, ce sera sans moi. Je suis le dégât collatéral, voilà. Et pour moi, il y a vraiment le côté, le trottoir à l'ombre et le trottoir à la lumière, quoi. Et ça, c'est vraiment très frappant. Et alors, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est le rapport au travail que je trouve très frappant aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de secteurs, et c'est marrant parce qu'on voit bien qu'on tourne autour. C'est-à-dire que quand Macron vient vous dire « mais traverse la rue, tu as du travail ». Bon. Ça peut être vrai, ce qu'il dit, mais il y a une chose qu'il ne dit pas, qui est, voilà, il y a tout un tas d'industries, par exemple, qui repartent, ou de types de métiers qui repartent, qui redémarrent. Et on vous dit, voilà, ces métiers-là, ils ont pris pendant un temps, ces 7-8 ans, dernières années de crise, eh ben, ils ont pris des gens en intérim, des gens en CDD, des trucs. Ben, maintenant, ils vont réembaucher. Et c'est vrai, hein, ils reprennent des gens en CDI, etc. Mais un jeune homme, une jeune fille, ou même quelqu'un d'un peu plus âgé, qui a vu devant lui son père, à qui on disait qu'on a maltraité dans sa boîte, en disant ben, dites-nous déjà merci d'avoir un boulot, vous n'êtes pas sûr d'être encore là demain, etc. Sa mère traitée pareil, les boîtes qui disaient attendez, on ne sait pas, on va peut-être fermer, vous ne faites pas d'illusions, vous serez peut-être dans la prochaine charrette. Il y a du travail revient, mais ce travail a perdu sa dignité. Et on ne croit plus aux entreprises comme une génération comme la mienne y a cru. Parce qu'on a vu des gens maltraités, parce qu'on a vu qu'on pouvait faire sans vous. Et ça, je trouve ça très frappant. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de jeunes gens, par exemple, qui me disent moi, je préfère rester en intérim. On m'a proposé le CDI, je préfère rester en intérim. Parce que l'entreprise, je veux pouvoir partir. Et alors, ça peut paraître choquant, et à la fois, je le comprends très bien. Je comprends très bien que ce rapport-là s'est brisé, et qu'il y a une redéfinition de ce que c'est qu'un engagement au travail, de ce que c'est que travailler, etc. Et ça, c'est très dur et très intéressant, et le vrai défi, je trouve, d'aujourd'hui. C'est-à-dire quelle place du travail, quelle place des entreprises. Et il y a vraiment une chose à réinventer aujourd'hui autour de ça. Alors pour certains sujets, vous avez choisi à partir d'un certain moment d'écrire des livres. Donc on a parlé de Ouistreham, il y a eu La méprise autour de l'affaire Doutreau, etc. Il y a eu En France, qui était donc un recueil d'articles que vous aviez publié dans Le Monde. Pourquoi à certains moments vous avez... Maintenant, vous avez l'habitude, mais au départ, éprouvé le besoin plutôt de faire un livre, alors que vous avez la possibilité de publier des papiers dans les journaux. Qu'est-ce que ça apporte en plus ? Et d'autre part, qu'est-ce qu'il y a de différent ? C'est-à-dire que est-ce que le fait de faire un livre change les choses dans la construction même de ce que vous allez raconter, et surtout dans le style, en fait, dans l'écriture même ? Alors, l'idée m'en est venue, et d'ailleurs, je dois dire que c'est Olivier Cohen, donc le patron de l'Olivier, qui me l'a proposé, qui avait lu les articles que j'avais faits dans Libération à l'époque sur l'affaire Doutreau. Donc vous voyez, cette affaire, tout le monde l'a en tête, je pense c'est 13 personnes dans un box accusées et finalement innocentées, alors que effectivement des enfants ont bien été violés, mais par leurs parents et un couple de voisins. Mais ils en ont profité pour accuser 13 autres personnes qui, elles, étaient innocentes. Donc de cette affaire, ce premier procès a duré 3 mois. Donc je crois que j'écris, s'il fallait publier les articles que j'ai faits sur cette affaire, ça ferait 3 tomes, beaucoup plus long que le livre que j'ai fait après, finalement. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que quand on m'a envoyé faire cet article, alors c'est toujours un peu pareil, c'est-à-dire que on dit voilà, écoutez, il y a un procès là à suivre, c'est à Saint-Omer. Alors déjà tout le monde regarde par terre. C'est une histoire d'inceste. Alors là, déjà, la moitié est partie à la cantine. Et ça dure 3 mois. Il n'y a plus que moi qui n'ai pas entendu parce que j'étais au téléphone. Et donc, on me dit, voilà, tu vas aller à Saint-Omer couvrir pendant 3 mois un procès de pédophilie. Donc, OK, merci.
Donc j'arrive, et l'affaire d'Outreau telle qu'elle a été présentée, c'était des petits-enfants qui ont été maltraités et soumis à des ogres. Alors il y a un curé, il y a un notaire, ça a été horrible, etc. Et donc nous, on allait voir ce procès-là, voir ce procès d'enfants qui sont littéralement un réseau d'enfants vendus à des notables. Et alors il y avait aussi des bergers allemands et des vaches qui les violaient. Je blague pas, hein. Donc ça. Et pour vous dire, le premier jour où je suis arrivée à Saint-Omer, on se rendait à la cour d'assises avec mes confrères. Les gens de Saint-Omer faisaient rentrer les enfants. Ne regarde pas, les fourgons de police vont passer, ne regarde pas, c'est trop horrible. C'était vraiment il y avait quelque chose de terreur viscérale. Et donc on voit ça. Et au fur et à mesure où le procès se déroule, en réalité, on se rend compte que l'accusation ne tient pas. Et donc c'est comme un arbre qui perd ses feuilles. Donc on dit voilà, eh bien vous, monsieur, vous étiez là vous avez conduit les gens en taxi, mais non, c'est pas possible parce que mon taxi, justement le jour où vous dites que je l'ai construit, j'étais à un tournoi de golf. Donc on voit l'accusation se détricoter. Et donc on voit toute cette construction d'un juge qui petit à petit, la boulangère elle peut pas y être, le chauffeur de taxi non plus, l'huissier non plus. Et donc on voit l'affaire se réduire à néant. Et quand j'ai fait le livre, j'ai voulu faire l'inverse. C'est-à-dire que je me suis dit, il y a un juge qui a mis tout ce monde-là au trou, qui n'est pas un salaud, et qui, au contraire, s'est dit, je vais protéger des enfants et je vais les sauver. Et comment, au nom du bon cœur, au nom d'une avancée, c'est-à-dire dénoncer l'inceste, la pédophilie, et qui était une réelle avancée, c'est-à-dire que pendant des années, on n'en a pas parlé, pendant des années, on a fait taire des gamins à coups de claque en disant, tu ne vas pas emmerder ton oncle. Donc il y avait vraiment un tabou, et ceux qui ont voulu lever ce tabou et faire avancer ce dossier ont conduit à la plus grande catastrophe de France. Et j'ai voulu raconter l'histoire dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à coup d'article, on l'a déconstruite, et je voulais faire un livre pour raconter comment elle s'était construite. Donc faire le chemin dans l'autre sens. Et c'est ça qui m'a passionné. Donc c'était vraiment ce que je n'avais pas pu faire dans le procès. Enfin, ça ne se posait pas, quoi. Et donc écrire un livre donne cette liberté. C'est-à-dire que quand on est journaliste, il y a une manière de raconter les histoires qui est liée à l'actualité, qui est liée à la manière dont vous venez de les apprendre, qui est particulière. Quand vous faites votre livre, la narration est à votre choix, j'allais dire. Et ça, j'ai pris beaucoup de plaisir en faisant la méprise. Et du coup, c'est un peu, quand vous avez goûté à ça, c'est comme la vodka, quoi. et sur la question de l'écriture, alors, est-ce que, parce que là on est dans l'éternelle question du rapport entre littérature et journalisme et tout. En général, quand on est journaliste, on ne fait pas de la littérature, on essaye d'écrire convenablement, on n'est pas là pour faire de la littérature. Donc là, comment vous vivez cette question? Est-ce que le livre vous donne, sur ce plan de l'écriture elle-même, une liberté, j'imagine, que vous n'avez pas quand vous écrivez des articles? On est franchement, au Monde, on est assez tranquille. Donc, ça se pose pas vraiment comme ça. C'est sûr quand on fait un bouquin, on bat sa propre monnaie. Alors, vous écrivez comme vous voulez. Alors après, votre éditeur est là pour vous dire ralentis sur les adjectifs ou je sais pas quoi. Mais le plaisir est celui-là, quoi. Vous avez plus de temps, plus de latitude. Vous racontez comme vous voulez. Vous êtes votre maître, j'allais dire. Mais le journalisme construit comme un récit. C'est-à-dire, moi, je n'aime pas le journalisme mis en scène. Hein, ça vraiment, je fais une très grande différence entre les deux. C'est-à-dire, je n'aime pas les histoires mises en scène, les histoires surjouées à ce moment-là. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes comme moi, elle ne savait pas que sa vie allait basculer. Vous voyez le phrasé qu'on a à télé et qui est également presse écrite, enfin avec ces mêmes tics, ces mêmes... Voilà. Ça, je n'aime pas. En revanche, je pense que les choses... un journaliste doit raconter et doit d'avoir un côté conteur. C'est-à-dire que mieux que le beau style, il faut que ce soit un conteur, plus qu'un styliste, j'allais dire. Et donc, c'est sûr qu'un livre, il faut construire un livre et non pas des articles les uns après les autres, quoi. Donc le livre donne... C'est plus ça qui me fait plaisir, moi, quand j'écris un bouquin.
C'est cette construction qu'on fait. Moi, j'aime bien ça, donc j'aime bien écrire, j'aime être devant mon ordinateur, donc... Ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous faites les deux en parallèle, en permanence. Donc oui, c'est idéal. Alors justement, on va dire un petit mot, juste un petit mot, parce que pour l'instant, vous avez un livre qui est en projet. Ah, là, normalement, je me fais seppuku en direct. À nouveau, pour les éditions de l'Olivier, a priori, ça va s'appeler L'inconnu de la Poste. Et en fait, c'est même sûr. Hein. C'est même sûr. C'est la seule chose de sûr. Alors voilà. Bon, bah déjà, c'est bien. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est bien d'établir des choses sûres. Voilà. C'est rassurant. Et alors, en fait, c'est l'histoire de cette Catherine Burgot qui avait été assassinée en 2008 dans l'Ain et pour lequel on a à un moment, toujours d'ailleurs, je crois, mis en examen et soupçonné Gérald Thomasin, qui était ce comédien qui a été révélé par Doyon dans Le Petit Criminel. Donc là, peut-être on peut en dire un mot. Et puis plus largement, parce que là, le livre va sortir que l'année prochaine, en fait. Plus largement, quel intérêt vous trouvez, parce que vous êtes aussi intéressé, on vient de le dire, à Outreau, quel intérêt vous trouvez à la fois dans les affaires criminelles et dans le fonctionnement de la justice? Qu'est-ce que ça dit de la société qui vous intéresse? Tout fonctionnement des institutions est intéressant, je trouve. Que ce soit Pôle emploi, que ce soit comment marche une institution, comment elle est en prise avec la société ou n'est pas en prise, pour moi, est toujours quelque chose d'intéressant. Donc la justice, à plus forte raison, parce qu'il y va évidemment d'enjeux importants, de liberté ou d'emprisonnement, d'affaires criminelles graves, etc. Donc ça c'est vrai que que pour moi, c'est une institution fondamentale. Enfin, c'est un des pouvoirs, voilà. Donc ça m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse aussi dans la justice, au-delà moi, j'écris pas des polars, je le regrette parce que j'adore les lire, mais en tout cas, c'est pas ni mon talent, ni mon envie. Mais donc, ce qui m'intéresse, c'est des personnes confrontées à quelque chose qui les dépasse et avec cette institution au milieu. Et donc, pour moi, les faits divers, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a un type, on l'accuse. Pourquoi on l'accuse lui? Comment il va se débattre? Il y a un père qui a perdu sa fille. Qu'est-ce qu'il va faire de cette situation? Donc moi, les faits divers, pour moi, c'est moins des histoires, entre guillemets, policières, des histoires de suspense, ces histoires-là, que des histoires de personnes confrontées à une situation dramatique, hein, littéralement, au sens propre. Hein, souvent, c'est des meurtres. Et je dois dire, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup frappée. C'est-à-dire que quand j'ai commencé donc j'ai commencé dans la technique, hein, être secrétaire de rédaction, et ensuite je suis passée aux faits divers. Donc c'était mon premier poste comme journaliste. Et je me souviens, la chef de service à l'époque me dit, voilà, alors il y a eu un meurtre, c'était à Paris, et donc c'est quelqu'un qui est mort, et donc il faudrait que tu ailles interviewer sa femme. Alors, vous ne posez pas, j'avais 25 ans, je ne me pose pas de questions, je prends le métro, j'arrive. Je vais sonner, je vais lui dire bonjour, votre mari est mort, si on en parlait. Donc il y avait quelque chose d'un peu étonnant, quoi. C'est-à-dire qu'au moment le plus incroyable de votre vie, certainement le plus dramatique, il y a un inconnu ou une inconnue parfaite qui frappe à la porte, qui vous dit bah, écoutez, mettez-vous à table. Et alors, à 25 ans, l'intérêt de cet âge-là, en tout cas, c'est que vous faites. Donc, j'ai néanmoins sonné. Et donc, la porte s'est ouverte. Je dis bonjour, je suis journaliste, je viens vous voir. Alors, j'ai dû dire drame ou tragédie, ou je ne sais pas comment. Et à ma grande surprise, elle m'a fait rentrer, effectivement. M'a effectivement assis à côté d'un café, m'a raconté son mari. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui, tout à coup, va raconter des choses qu'elle n'a peut-être même jamais racontées, ni à ses enfants, ni à quelqu'un de proche. Et cette espèce de rôle du journaliste qui tout à coup recueille ça, montre à la fois la grande solitude de chacun de nous face à un drame, hein, qui n'est pas spécialement dû à la France, mais qui est en général, c'est-à-dire à qui on va raconter quoi, comment ça se passe. Bon, on voit l'avocat parce qu'il vous défend, le flic parce qu'il vous interroge, mais pour le reste, tout le monde ne va pas chez le psy, tout le monde n'a pas un confident. Et le journaliste est là et a en partie cette fonction-là. Alors cette fonction est terrible. Et souvent, j'ai dit à des gens dans ces cas-là de faits divers, écoutez, c'est tellement gentil de me raconter ça, mais je vous en supplie, ne recevez plus jamais personne, ne dites plus jamais ça, tellement les gens se dévoilent. Et on se dit, c'est presque ça. C'est-à-dire qu'ils vont presque trop loin, j'allais dire. Et ça, c'est un moment incroyable de partager ça. Et je vous dis, moi, souvent, j'ai dit, écoutez, ne recevez pas n'importe qui chez vous. Et ça fait bizarre à dire comme journaliste. Et pourtant, c'est vrai.
Et donc, le fait divers suivant que j'ai couvert, je me suis retrouvée en même temps qu'un gars de match, Paris Match. Et donc, c'était extraordinaire. Donc, il y avait pareil, un meurtre. Donc, il dit, on va voir la famille du meurtrier supposé. On était tous les deux en voiture. Ça se passait près de la forêt de Fontainebleau, donc en plein bois. Il était 17h, hiver, le jour commençait à tomber. Il pile, se déshabille. Je me dis, ça y est. Je suis le fait divers moi-même. Pas du tout. C'est ça, encore. Ah, merde. Pas du tout. Le gars se scotche sur le torse, au milieu des poils, un enregistreur, un magnéto, pour enregistrer le gars qu'on allait voir. Et alors, donc, il arrive, bardé de ses trucs, bonjour. Alors, il salue le type, et puis il passait son temps à lui envoyer chercher des choses. Il disait, oh là, je me sens pas bien, allez me chercher un verre d'eau. Alors, allez, donc l'autre allait chercher un verre d'eau. Et en fait, il volait plein de trucs. Donc, il volait la photo, il volait... Et j'étais super mal à l'aise. Je me suis dit, mais moi, j'y peux rien. Alors, je voulais pas dire à l'autre, mon collègue vous a... Et en plus, il a un magnéto dans les poils. Enfin bon. Donc, il y a un côté comme ça. Et le fait divers, l'exercice du fait divers, la justice, d'une certaine façon, met les gens à nu, met les vies à nu. Et même malgré soi, j'allais dire, cette mise à nu des gens, elle est aussi horriblement... pour la famille de la victime, par exemple. En général, la famille est la première suspectée, donc tout ce petit monde s'en va au poste. Et une affaire judiciaire ne respecte rien. Ne respecte ni la douleur, ni les sentiments, ni l'intimité, ni rien. Et évidemment, pour qui aime le journalisme, les choses comme ça, c'est sûr que c'est des moments forts, quoi. Donc c'est pour ça que je n'ai jamais lâché les faits divers. Et finalement, un magnéto là. Maintenant, oui, c'est ça. Vous avez beaucoup appris à ce moment-là avec votre confrère de Paris Match. Et là, par exemple, sur cette affaire, je ne sais pas comment l'appelait, Gérald Thomassin ou l'affaire Catherine Burgot. Je sais que vous avez fait un portrait, vous avez publié un portrait dans Le Monde au départ de l'histoire là de Thomassin. Mais sinon, vous êtes allé voir qui? Qu'est-ce qui vous intéressait? J'imagine que vous allez voir autour. Parce que ce qui m'intéresse souvent dans ce que vous faites, c'est que vous essayez de voir tout le terrain autour, toute l'ambiance, les gens autour, presque comme une espèce de radiographie du pays où ça s'est passé. C'est ça, voilà. Alors, j'ai changé d'avis, mais alors ça, c'est l'intérêt de faire un livre, c'est que j'ai fait 5 livres successifs. Donc le premier, il y a quelqu'un un peu comme Outreau d'ailleurs. Vous avez lu Le Pull vert rouge? Ouais. Donc moi j'ai adoré Le Pull vert rouge, je l'ai surligné quand j'étais étudiante. Oh, il est génial, etc. Et donc le premier bouquin que j'ai pensé faire en faisant ce fait divers, je me suis dit, je vais faire Le Pull vert rouge, ça va être génial, je vais faire comme lui, quel génie, je vais faire pareil. Puis après je me suis dit, mais non, c'est complètement con, il l'a déjà écrit, pourquoi je vais faire pareil? Donc ensuite je me suis dit, mais non. Alors ensuite j'ai lu, vous avez lu ce bouquin de Jablonka? Voilà. Donc Laetitia, hein. Oui, et donc j'ai dit, mais c'est vrai, c'est intéressant de voir la victime, etc. Je vais faire la victime. Puis je me dis, mais pourquoi je vais faire la victime? Laetitia a très bien fait, pourquoi je vais... Et donc j'ai changé d'objet du livre j'ai passé 1 an à le faire, pendant toute cette année. Et chaque fois, j'allais ailleurs, j'ai fait autrement, etc. Et donc l'idée était ça, de faire tout et rien, mais c'est un peu ce que vous dites, c'est-à-dire c'est un peu aussi le portrait de ce qu'il y a autour, du village où ça s'est passé, voilà. Mais en fait, on part avec des idées très, très fermes, défendre un tel, écrire le vert rouge, etc. Et en réalité, on arrive, et c'est le très bon côté du reportage, vous dites, mais c'est pas du tout ce que je trouve. Donc on part avec une idée, et la difficulté et l'intérêt est d'en changer. Mais c'est souvent les journalistes... ou les reportages qui posent un problème sont ceux qui n'ont pas réussi à en changer. C'est-à-dire que très souvent, et vous devez vous en rendre compte en lisant les journaux, à plus forte raison en regardant la télé, c'est que vous avez bien l'impression qu'un type est allé en banlieue et qu'il a voulu trouver le type avec la casquette à l'envers et qu'il y a une espèce d'a priori qu'on est venu conforter et non pas questionner. Et la difficulté du journalisme est très précisément ça, c'est-à-dire c'est ne pas avoir la réponse avant d'avoir posé la question. Oui, ça c'est ce que vous aviez bien montré dans La fabrication de l'information, un livre qui date de 99 que vous aviez écrit avec Miguel Benaseg. Et c'est vrai que c'est une tendance très lourde d'aller non pas chercher pour voir ce qui se passe, mais de partir avec un a priori pour chercher ce qu'on veut à l'avance. Voilà.
Je m'y attendais, j'ai pas pu passer mes 248 questions parce que le temps file et que je veux absolument que vous ayez le temps, les uns et les autres, si vous le souhaitez, de poser des questions ou de faire des remarques. Donc, on a un micro. Qui est-ce qui va se dévouer? Alors méfiez-vous parce que sinon, moi, je peux parler toute seule. Hein. Ça... Et moi, il me reste 245 questions. Donc c'est votre chance, il faut réagir vite là. C'est très gentil d'aller si vite. Parce qu'en général, je promets son point en chouquette à celui qui se lance le premier, tout ça. Mais là, elle a été impeccable. Ça n'empêche pas. Bonsoir. Bonsoir. J'imagine qu'on ne fait pas journaliste pour gagner des 1000 et des 100. Donc, la motivation que vous aviez au départ, comment est-ce qu'on... Quelle était-elle? C'est-à-dire qu'on écrit en pensant à son public. Donc, j'imagine qu'on a envie de dire quelque chose ou de montrer quelque chose. Comment est-ce qu'on gère ça tout au long d'une carrière assez longue maintenant? Est-ce que ça devient... C'est insolente. Et encore amené à croître. C'est un compliment. Est-ce que dire ça binoche. Est-ce que ça peut, avec le risque que ça se transforme en frustration, comment est-ce qu'on gère ça? Et comment est-ce que vous comptez le gérer pour toutes les années qui vont venir? Alors, au départ, on va aller tout de suite, quand je suis devenue journaliste, je vous épargne toute la marge d'approche, les hésitations, etc. Quand je suis devenue journaliste, en France, on est pétri d'un exemple terrible, pesant, atroce, J'accuse de Zola. Donc on est persuadé que vous allez, non pas écrire J'accuse, mais qu'en tout cas, qu'un article change le monde, change une situation. Et que donc vous allez faire un avant-après. Alors donc on a tous été biberonnés à ça, et le machin, et Zola, etc. Alors assez vite, on se rend compte que même Zola en a chié. Et que donc il y a eu des études très intéressantes de fait sur avant la publication de J'accuse dans l'Aurore. 95% à peu près de la presse française est anti-Dreyfusarde. D'ailleurs, il a du mal à placer son fameux J'accuse. J'accuse sort. Et qu'est-ce qui se passe? Combien de pourcentage de la presse reste anti-Dreyfusarde? 93%. Donc même J'accuse a mis du temps à faire son chemin, et l'avant est bien avant justement l'après. Et donc, mais néanmoins, ça nous reste, ça. Et donc, on se dit toujours, voilà, je vais écrire un article, et puis tu vas voir, je vais dénoncer ça, et ça va... Donc, c'est un peu ce qui porte, c'est-à-dire que... Alors, avec Outreau, je me suis dit, ça y est, je suis dans ceux qui auront dit que, etc., et qui vont faire réviser un procès, et qui vont faire sortir des gens de tôle, etc., etc. Et donc, il y a une espèce de griserie à ça, réellement, hein, là, je vous parle très franchement. Et ensuite, cette griserie, je ne savais pas dire comme Zola, ce serait très prétentieux, mais en tout cas, on se rend bien compte de la limite des choses. C'est-à-dire qu'après ce procès, il y a eu une commission parlementaire qui a été retransmise en direct. Et donc tous les Français ont vu pleurer la boulangère, Ma vie est foutue, le couple Lavier, enfin tous les gens d'Outreau. Et tout le monde a pleuré en disant plus jamais ça, c'est fini, il faut des mesures. Maintenant, il y aura des collèges de juges d'instruction, plus jamais un juge d'instruction seul, renforcer les pouvoirs du juge d'instruction, etc. L'Assemblée, le Parlement, oui, on vote tout ça, la loi votée. Nous, on était là paradés, on a fait nos trucs, les bouquins, etc. Et 6 mois plus tard, la même Assemblée vote l'inverse, suppression du juge d'instruction, etc. Et donc, ça rend très modeste. Ça rend très modeste. On se rend compte que le plus jamais ça, à partir du moment où on le dit, c'est qu'il est déjà trop tard et que c'est en marche. Donc, c'est vrai qu'on se rend compte avec le temps. Alors, ça n'émousse pas l'envie, au contraire. Mais ça affine le rôle qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'on se dit, journaliste, oui, condition nécessaire, mais pas condition suffisante. Et la condition après, c'est vous. C'est-à-dire, c'est les gens qui lisent et qui disent, oui, effectivement, ça doit changer, etc. Mais que le journaliste n'est jamais que celui qui raconte. Et s'il n'y a personne pour le lire, personne pour changer d'avis, personne pour faire ça, eh bien, il peut toujours bramer dans le désert. Comme Zola, il part à Londres. Et donc, ça, c'est à la fois un deuil et un moteur très puissant. C'est-à-dire que
au départ, on pense que soit journaliste, on est la personne importante de l'affaire. Et en fait, dans la formation, plus j'avance, plus je me rends compte que celui qui vous lit est tout aussi important que vous. Et ça, je pense qu'on l'a sous-estimé. Et c'est aujourd'hui où la presse est extrêmement critiquée, hein, tu l'as évoqué. C'est notre grande erreur. Si le journaliste doit battre sa coulpe, c'est d'avoir fait sa champ et de parler en chair, donner ses avis. L'un sans l'autre, on ne vaut rien. Et ça, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut arranger aujourd'hui. Et c'est pour ça d'ailleurs que dès qu'on me donne l'occasion de venir parler avec des gens en chair et en os comme vous ici, je le fais parce que je pense qu'il n'y a pas de raccourci là-dessus. C'est-à-dire que il faut vraiment faire ça. Et c'est crucial parce que la presse a un problème, et pas simplement un problème économique, un problème de crédibilité, tout ce qu'on connaît. Donc ça ne vous empêche pas de faire des études de journalisme? Au contraire. Au contraire. Bienvenue. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite le micro? Monsieur, on va vous le passer tout de suite. C'est un groupe. Vous je félicite vivement le premier rang. Oui. Oui, moi j'ai une question pour savoir ce que vous pensez du journalisme d'investigation en France aujourd'hui. Il est souvent critiqué par rapport à d'autres pays comme aux États-Unis par exemple. Et puis deuxième question, qu'est-ce que vous lui voyez comme avenir avec les médias qui sont en place? Est-ce que dans 50 ans, vous voyez des journalistes d'investigation ou est-ce que tout va être remplacé par Twitter? J'ai l'impression que ce que vous faites aujourd'hui, c'est pas vraiment couvert et en termes de qualité par les réseaux sociaux, par Facebook, par Twitter. Donc, comment ça va évoluer? Alors, moi, j'ai toujours tendance à penser que l'avancée de la science est un bénéfice. Je pense que Twitter, Facebook, tout ça, je trouve ça formidable. Internet, c'est une grande chance. Alors, cette chance, si elle est unique, si elle avale tout le reste, c'est terrible. Mais si ça cohabite, si vous voulez, ce débat sur Internet, sur Twitter, sur ça, moi, je l'ai connu quand j'ai commencé à travailler, et c'était sur la télé. Et donc, c'était le début des chaînes en continu, et c'était les images, les JT prépondérants, etc. Et à cette époque-là, on disait, la presse écrite n'a plus d'avenir, d'ailleurs, va disparaître, parce que la télé, c'est l'émotion, et cette émotion va écraser les explications. Et donc, ça va être, on va pleurer devant la télé, devant les petits-enfants qui meurent de faim, devant ceci, cela. Et la presse écrite va peu à peu s'étioler et disparaître. Et je pense que la cohabitation de toutes ces manières de raconter l'information, l'actualité, etc., sont faites pour marcher ensemble. Et bienvenue à Internet si on arrive à cohabiter tous ensemble. La grande difficulté après devient, je pense, un problème économique, non pas de la presse, mais de ceux qui doivent l'acheter. Et c'est extrêmement cher. Enfin, moi, j'ai vu des gens reposer des journaux parce que c'était trop cher. Je parle du Monde qui a plus de 2 euros, j'allais dire 2 francs, qui a plus de 2 euros. Et donc, c'est vrai que ça, là, c'est dur. Parce que comment faire baisser les prix, c'est impossible. Donc, on est là dans quelque chose de difficile. Alors, vous parlez de l'investigation, on pourrait parler du reportage, on pourrait parler de tout ce qui est du long terme, du journalisme à long terme, qui met du temps. C'est-à-dire sortir de l'investigation, ça met plus de temps que de recopier une conférence de presse. Et ce temps-là, il est cher dans les journaux. C'est-à-dire que mettre quelqu'un là-dessus, c'est compliqué. Lui laisser le temps, il faut le sortir tout de suite. Voilà. Mais moi, je suis persuadée que plus ça va vite d'un côté, plus ça ira lentement de l'autre. Et que les deux, que le Twitter, pour moi, est la chance du journalisme. C'est-à-dire que ça va aller tellement vite qu'à un moment, moi je m'en rends compte au Monde, on nous commande, et les lecteurs, on voit ce qu'ils lisent, etc., lisent de plus en plus, y compris sur Internet, d'articles longs. Donc c'est assez paradoxal parce qu'on a entendu répéter dans les années 90, mais les lecteurs n'aiment pas lire. Alors on disait, mais attendez, s'ils sont lecteurs, c'est qu'ils aiment lire. S'ils n'aiment pas lire, ils écouteraient la radio. Donc, ah, mais non, mais il faut faire court, il faut faire court. Et en fait, ce court est si court aujourd'hui qu'on bascule vers un autre. Alors je pense qu'il y a maintenant, en effet, une rigueur d'investigation à retrouver. Et je dis bien retrouver parce que
des journaux qui ont commencé à faire court. C'est difficile après de repartir dans du long. Et de savoir, alors ça c'est encore un autre débat, qu'est-ce qu'on a envie de creuser, qu'est-ce qui est important de creuser. Et alors ça c'est un vrai choix journalistique qui n'est pas toujours à propos. Ça je suis d'accord avec vous. Mais je trouve qu'il y a des très grands investigateurs en France. Il y a des si je vous dis Le Monde, vous allez dire elle prêche pour sa chapelle. Mediapart, par exemple, on en pense qu'on veut, il y a des articles fouillés, il y a vraiment de l'investigation. Dans Mediapart, il y en a. Il y en a à la télé, il y a Élise Lucet qui en fait plein aussi. Enfin, ça existe. Alors, ça n'est pas la majorité, mais ça existe. Personne n'est obligé d'allumer la télé sur BFM. Donc, il y a des journaux qui creusent des sujets, tout ça est disponible. Après, c'est aussi aux gens de s'en emparer, je pense, aux lecteurs, aux lectrices, aux auditeurs. Je pense que le choix existe, mais il faut s'y diriger. Le point positif, c'est qu'on, par exemple, pour rester sur l'exemple de Mediapart, c'est que ça marche. C'est-à-dire ça qu'ils ont réussi à trouver l'équilibre économique. Un modèle économique. Ils ont suffisamment d'abonnés pour fonctionner. Donc, toute la situation n'est pas désespérée, quoi. Mais même si elle alors, je vous le dis tout de suite, hein, que celui qui a envie de crier, crie immédiatement. Moi, je suis très optimiste sur le journaliste. Je pense que c'est un métier qui traverse une crise indéniable. Mais je pense que les crises sont des défis et non pas des arrêts de mort. Et je pense que c'est à nous journalistes, d'affronter ce problème-là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a intérêt à se ressaisir vite fait. Je pense qu'en effet, si vous voulez le fond de ma pensée, les lecteurs, auditeurs français n'ont pas la presse qu'ils méritent. Ça, c'est sûr et certain. Globalement, hein, en tableau général. C'est-à-dire il faudrait 2-3 bons journaux qui se tirent la bourre un peu plus, qui se concurrencent, une émulation qui est un peu érodée aujourd'hui, je pense. Mais ça existe, moi j'y crois, et je pense que sincèrement, j'ai pas l'impression de participer à une marche funèbre, pas du tout. Je pense que c'est à nous de le prendre en main, à nous et à vous aussi d'ailleurs, hein. Oui, parce qu'il y a la question économique quand même qui se pose. Il y a une question économique très difficile. Se pose aussi la propriété actuellement des journaux. On voit bien les dégâts qu'il peut y avoir à Libé ou à l'Express, par exemple, avec Patrick Drahi, pour citer personne. Bon, et donc, il y a quand même ça. La question de l'équation économique pour l'instant pour la presse, elle est pas résolue et elle est massive. Non, elle n'est absolument pas résolue. C'est-à-dire qu'on gagne. Enfin, c'est difficile de gagner de l'argent avec la presse. Et donc, face à cette équation économique, en effet, c'est compliqué. Voilà, donc abonnez-vous au Monde, à Télérama, par exemple. Je sais pas. À Mediapart, à qui vous voulez. Hein. Non, on va rester quand même sur cette note optimiste. Le temps, je m'y attendais, à passer très vite. Je voulais vous remercier très vivement d'être là, si nombreux, de votre attention. Remercier bien sûr Florence Aubenas d'être venue ici cet après-midi. Très bonne soirée à tous.